Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Mais d'abord, mon partenaire du jour, Didier Maisto. Bonjour Didier. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste indépendant, ancien patron de Sud Radio notamment, et on se tourne tous les deux vers notre invité Vue de haut. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Bonjour Stéphanie Laurent. Bonjour à tous. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors Merci. vous êtes la compagne depuis plus de 20 ans d'un ouvrier, c'est comme ça que vous le présentez. Vous ne donnez pas son nom, hein. Il s'appelle l'ours, ou l'ouvrier. Mais bon, l'ours, ça lui va bien, d'après ce que je comprends, qui va être victime, un très bon papa d'ailleurs, un très bon mari. Vous êtes dans une famille aimante et puis qui est victime d'un burn-out, d'une dépression sévère, franchement, quand on lit ce qui s'est passé. Et donc vous racontez cette histoire dans un très beau livre, très bien écrit. Merci. Les ours se cachent pour mourir, aux éditions Edilivre. Alors je précise que votre mari est derrière la vitre qu'on le voit, donc les ours ne sont pas morts, ils s'accrochent à la vie, mais évidemment ces moments sont très difficiles et c'est de ça dont on parle aujourd'hui et des moyens d'en sortir. Surtout que je pense, chers auditeurs, que ce sujet vous concerne forcément. Aujourd'hui, peut-être on va en parler également. De plus en plus de personnes tombent dans ces formes de dépression, de burn-out. Est-ce parce que finalement le travail perd son sens et que du coup après la vie perd son sens? On va tenter également de répondre à ces questions. Mais d'abord, on va se pencher sur votre cas, sur votre vie à vous, Stéphanie Laurent. Donc au départ, tout va bien. Alors oui, intéressant, vous, dans votre livre, vous écrivez à la première personne, vous mettez dans la peau de votre mari. C'est ça. On se connaît depuis bientôt 25 ans, donc il y a quelque chose de très proche dans le ressenti et je me suis permise d'écrire à sa place. Et peut-être que vous avez réussi aussi à mettre les mots sur une douleur qu'il n'arrivait pas lui-même à exprimer, parce que vous le dites à plusieurs moments, son état, parce que par moments on vous entend parler, donc on vous voit parler de l'œil extérieur, c'est très intéressant. Et donc là vous dites par exemple à un médecin, il est dans un état quasi autistique finalement, et pourtant comme vous dites le jeu, on voit bien que dans la tête de votre mari, tout est justement sensation, sentiment, ressenti, il ressent tout, mais n'arrive pas forcément à rentrer en contact avec l'autre parce que c'est douloureux. Mais pour rentrer, on va commencer par le début. C'est-à-dire que avant cette crise, finalement, vous avez un schéma relativement classique. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui, c'est-à-dire on a construit notre vie de façon classique, une famille avec. Alors vous habitez au bord de la enfants. côte, ce qui est quand même sympathique, à 10 Oui, km de je à ne la sais pas quelle campagne, côte. Oui, oui. en Normandie, c'est Ouais. ça? Pas Oui. très loin d'Utah Beach, pour donner une idée à peu près. Et donc voilà, un schéma classique. Une famille avec 2 enfants et puis Un papa ours très aimant, d'après ce que je comprends, aimant aussi beaucoup bricoler, très oui, très doué, très manuel. Oui, très manuel, très débrouillard, toujours prêt à faire quelque chose pour sa famille. Et il y a aussi pas mal d'amis, des amis motards notamment. Oui, des amis motards et puis quelqu'un qui est ouvert sur les autres, qui est toujours source d'initiative, qui a toujours le bon mot, la bonne blague, voilà, quelqu'un qui aime communiquer. Donc, ce qui s'est passé au moment du burn-out et de la dépression, c'est-à-dire... C'était un renversement total de situation. Voilà, quelqu'un qui s'est complètement renfermé sur lui-même et qui n'a pas compris ce qui lui arrivait. On va en parler parce que ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'est pas tout seul à ne pas avoir compris. Hein. Même le corps médical, et là c'est plus grave, n'a pas compris. Mais parlons du point déclencheur. C'est-à-dire qu'il y a des prises de responsabilité au sein de l'entreprise. On l'a déjà dit, votre mari est ouvrier. Et petit à petit, en fait, on lui demande d'aller toujours plus vite. Alors c'est un questionnement qu'on aborde souvent ici, finalement, de toujours plus de rationalisation, gagner toujours plus et faire toujours plus de marge et donc prendre un petit peu moins de temps, notamment sur les questions de sécurité des objets qui défilent devant lui. Oui, de sécurité et de qualité. Oui. C'est-à-dire que l'épuisement professionnel, ça peut être une charge de travail importante, mais ça peut aussi être le fait de tous les jours réduire, voir la qualité diminuer. Alors un novice ne va pas forcément s'en rendre compte, mais au fond de soi,
on sait qu'on a baissé la garde et qu'on laisse passer des choses. Oui, puis il reçoit même des, comment ça s'appelle, des injonctions dans ce sens-là. On lui demande maintenant de baisser la garde, Oui, en fait. sur certains chantiers, par exemple, on fait comprendre qu'il faut que le chantier avance plus vite et termine plus vite. Donc, on laisse passer des choses en disant, ça, allez, hop, c'est bon, alors on va qu'il s'occupe valider. du contrôle qualité, on lui demande finalement contrôle un peu moins, s'il te plaît. Parce que... Donc, au début de sa prise de responsabilité, c'est rare. Et puis, le temps passant, cette diminution, voilà, sous-entendue un peu, c'est non officiel tout ça, puis ça prend du temps, devient de plus en plus importante. Donc, tous les jours, on finit par se dire j'ai laissé passer quelque chose que j'aurais pas laissé passer d'habitude. Et alors comment ça se répercute au départ? C'est pas forcément très très inquiétant, une sieste, vous le dites, en fait un enfermement dans le sommeil, une sieste qui dure de plus en plus longtemps l'après-midi, parce que faut savoir que ce métier commence très très tôt le matin, vers 4h, c'est ça, 4h30 ou je ne sais plus. Oui, à peu près. En tout cas, vous dites que c'est toujours des horaires décalés, Ouais. donc déjà ça oblige à se préserver dans le rythme, parce que quand on fait des horaires décalés au bout de 10-15 ans, il y a forcément une fatigue qui s'installe. Mais voilà, on arrive à prendre son rythme, à faire des siestes et faire quelque chose d'autre dans la fin d'après-midi. En l'occurrence, c'est ce que j'explique, voilà, la passion automobile, la passion des motos, et puis la famille. Et cette sieste, à un moment, elle devient anesthésiante parce qu'il ne se passe plus rien, il n'y a que la sieste. Oui, elle est de plus en plus longue, c'est-à-dire que c'est comme normal. Au départ, c'était une sieste de, je crois, 20 minutes, enfin une trentaine de minutes. Oui. Puis ensuite, c'est 45 minutes, puis ensuite 1 heure, puis ensuite, ça prend tout l'après-midi. C'est ça. Et puis ensuite, même le week-end. Voilà. Et en fait, la sieste ne s'arrête plus. On est dans des formes d'état léthargique tout le temps. Didier Maisto, à ce sujet, hein, vous aussi d'ailleurs, hein, vous avez été très touché. Je tiens à le dire vraiment. Hein, d'abord, Stéphanie Laurent, c'est votre premier livre. Oui. C'est la première fois que vous prenez la plume. Oui. Vous avez une très belle plume. Merci. Très, très touchante, avec cette métaphore autour de l'ours régulière. Et Didier Maisto, comme moi, puisqu'on s'en est parlé hier, on a été tous les deux très, très touchés par ce livre. Didier Maisto. Oui, c'est un livre qui est très bien écrit et qui est sincère, quoi. Je veux dire, on prend un peu des coups au plexus et on est dans la douleur avec cette famille. Et je pense que vous avez trouvé les mots justes, les mots qu'il fallait, sans en faire trop, sans en vouloir aussi finalement à personne. Il y a un peu un mélange, je dirais, d'un constat froid, chirurgical, mais aussi vous identifiez bien les mots et les raisons de ces mots. Et je dirais finalement, ce qui vous a sauvé, ce qui a sauvé votre couple, votre famille, votre mari, c'est d'abord la cellule familiale, c'est d'abord cet amour inconditionnel, hein, de se mettre à la place de l'autre, de comprendre, de ne pas le juger. C'est aussi sans doute un peu les passions, hein, la moto, les livres et les magazines qui traînent un peu partout. Deux passions qui me sont communes, donc je vois très bien de quoi ils retournent. Puis des communautés de gens comme ça, des bikers, des gens qui ne jugent pas, oui. On sent que c'est très important, ça. Hein. Oui. Voilà, qui font attention aux autres. Alors, est-ce que... Moi, je pense que Clémence l'a un peu dit, c'est un peu, finalement, le procès, entre guillemets, de cette société actuelle où on perd tous nos repères, où on perd le sens même de notre métier. Et quand on demande, justement, à retrouver du sens, quand on veut s'impliquer, puisqu'on est mandaté pour une tâche, en l'occurrence votre mari était ouvrier et puis il accède à un échelon supérieur et il doit vérifier que les pièces sont bien réalisées, ben là en fait finalement c'est un peu une excuse. Ce qu'il faut, c'est servir véritablement d'excuse et donc de ne pas trop pinailler, si j'ose dire, et que que le système puisse continuer et qu'il n'y ait plus un petit grain de sable dans le rouage. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est dans ce système devenu froid et impersonnel, quand vous vous adressez à la sécurité sociale ou à une quelconque administration, ben c'est toujours un peu la même histoire. Je pense que beaucoup d'auditeurs vont s'y reconnaître. Il manque toujours un papier. Puis quand on retrouve le papier, il manque un autre papier. Puis le dossier est complet. Et puis de guerre lasse, le dossier est perdu. Qu'est-ce qui a été dans ce parcours
votre principale bouée de sauvetage et votre principale difficulté? Alors la bouée de sauvetage, c'est l'idée de se dire l'amour nous tient et qu'il faudra qu'on fasse quelque chose de tout ça. Parce que Vous avez déjà fait un livre. voilà, c'est ça. Parce qu'on est dans l'énergie de lutter pour sa survie. Alors moi, j'ai de la chance, c'est que j'ai une famille qui a été compréhensive, la famille de mon mari aussi, mais c'est pas toujours le cas. Parce que déjà, soi-même, on comprend pas toujours ce qui se passe. Oui. Donc, quand on est en un état de dépression, on n'est pas en capacité d'expliquer à la famille ce qui se passe. Et si les gens vous culpabilisent, vous finissez complètement de plonger. D'ailleurs, c'est souvent la goutte d'eau Oui. qui fait déborder le vase, c'est-à-dire qu'on est en grande difficulté. Et un événement privé, familial, va faire qu'il va se passer une catastrophe. Et là, évidemment, ça arrange tout le monde parce qu'on oublie de voir ce qui a rempli le vase, à savoir le côté épuisement professionnel, et il ne reste que la goutte La goutte privée d'eau. qui a fait déborder tout ça. Et la culpabilisation, c'est vrai que cette culpabilité ressort très très souvent, mais j'aimerais bien qu'on rentre un peu dans ce que vous racontez, hein, l'enfoncement dans la dépression finalement, justement, vous parlez d'un ours, on a l'impression vraiment qu'il rentre dans sa grotte et il s'enferme complètement. Ce processus, on va le raconter, parce que c'est très très fort et très bien décrit. Mais en effet, on voit ces petits pics de culpabilisation de votre mari qui régulièrement se prend. Alors il se dit, ah, mais c'est les vacances, je devrais travailler. À la rentrée, je devrais travailler. Je suis toujours là dans mon lit, c'est une catastrophe. Ensuite, cette soignante, en effet, qui lui dit, oh, finalement, c'est peut-être même pas lié au travail. Oui, alors là, c'est ça pas le détruit forcément complètement. professionnel. Ouais. Là, ça a été un coup de poignard. Oui, oui. Et après, il la recroise, je crois, 1 an plus tard, alors que ça allait mieux, et hop, rechute. Enfin, on sent que vraiment, ça s'attache à des tout petits détails, qui peuvent sembler des tout petits détails, mais en fait, on comprend que là, l'ours, le grizzly, comme vous dites par moment, en fait, a un grand cœur très, très fragile, et qui, justement, s'il devient grizzly, c'est peut-être pour protéger ce cœur-là. Mais parlons un petit peu du processus d'enfermement. Je disais que finalement, les siestes sont de plus en plus longues, ça c'est le début. Puis la sieste le week-end. Et puis finalement, petit à petit, et là, c'est ce qui vous fait peur, hein, il y a même des pertes de mémoire. Oui. Il y a des changements de comportement, évidemment. Un papa qui a toujours été extrêmement aimant, qui d'un seul coup, parfois s'énerve contre ses enfants parce qu'il ne supporte même plus la voix. C'est sa petite fille qui lui dit « Papa, viens jouer. » Et lui dit « Non, je dégage. » Je ne sais plus comment il dit. Et là, on sent le papa qui est en plus derrière, qui aime profondément sa fille, on le sent, et qui se dit, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de devenir? Je suis en train de devenir un monstre. Et en même temps, qui s'enferme encore plus, de fait, parce qu'il se dit, mais je suis un monstre, il faut que je m'enferme. C'est ça. Tout est... Et c'est absolument... c'est très bien décrit, mais si vous pouvez nous le raconter un petit peu, tout ça. L'idée, c'est que la fatigue ne disparaît pas. La fatigue, elle envahit tout. Oui. Donc à partir du moment où on passe ces week-ends à essayer de récupérer pour tenter de tenir la semaine, il ne se passe plus rien en vie sociale. La vie familiale devient difficile. Je parle de week-end où on passe le week-end à rien faire parce que on a tous envie de se reposer. Et puis, si on tente quelque chose, on voit bien que ça va l'enfoncer encore plus parce qu'il va se culpabiliser par rapport à avant. Je fais plus rien pour mes enfants. Donc, c'est un cercle vicieux, mais très, très lent. Oui. Donc, oui, on sent que tout le monde s'enfonce doucement dedans. C'est ça. La femme qui est donc extérieure, mais qui est vous, est absolument formidable, il faut le dire. Et je connais d'autres femmes qui ont accompagné d'autres personnes dépressives, d'autres hommes. Et cette petite... avec cette petite voix toute gentille, toute douce, qui essaye d'aller chercher à chaque fois leur ours, mais avec des petits gestes tout simples en disant, tiens, aujourd'hui, si on allait... je sais pas, repeindre le portail, ou si on allait faire... Vous dites des petits gestes tout simples qu'il faisait en 5 minutes, maintenant ça devient un objectif d'une semaine, d'un mois, d'un été. Mais voilà, vous restez la constante en fait, restez la même aussi, comme un petit repère, en essayant peut-être aussi de le repêcher au moment où c'est possible, mais c'est pas toujours possible. Hein. Non, c'est pas toujours possible, parce que la souffrance, elle est très très forte. Et c'est indescriptible. Moi, c'est en ça que je voulais écrire de ce point de vue,
parce que les livres que j'ai beaucoup lus, voilà, pour essayer de comprendre ce qui se passait, et les livres sont soit techniques en quelque sorte. Il y a les écrits de Daniel Linhart qui explique très bien le mécanisme du burn-out. Il y a des écrits de Christophe Dejour qui a beaucoup travaillé notamment sur la question de suicide également. Avec l'affaire France Télécom. Et donc tout ça, c'est très technique. Ou alors c'est par rapport à une entreprise en particulier. Et moi, ça m'intéressait pas du tout. Je voulais que les gens comprennent ce qui se passe dans la tête de la personne. En plus, qui se sent partir, qui se voit... Et qui veut pas, qui cherche à s'accrocher. Hein. Oui. Et ça, c'est très intéressant aussi, parce qu'on pense souvent, on voit des personnes dépressives, on se dit, soit c'est quelqu'un qui est très gâté par la vie, et finalement qui se laisse un peu aller, parce que, voilà. Soit c'est quelqu'un qui n'était pas forcément un grand combattant, qui se laisse aller pour une question idiote. Et là, on comprend bien que non. Là, on a quand même un vrai ours solide, un ouvrier qui s'est levé à 4h du matin tous les jours, et d'un seul coup, bam, ça le prend, et c'est radical. En fait, pendant toute cette période-là, on est confronté à des clichés. Énormément de clichés sur le monde ouvrier. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que chez nous, c'est rempli de livres sur les étagères. Oui, c'est vrai. Et les ouvriers ne sont pas que des exécutants. D'ailleurs, pour un monde ouvrier, vous n'êtes pas du monde ouvrier, vous, mais vous écrivez parfaitement bien. Vraiment, vous avez une très belle plume, encore une fois. Donc, voilà, cassons les clichés ensemble. Donc, ces clichés-là, les clichés de la dépression en disant... oui, il se fait des vacances. On a eu le droit, il n'y a pas très longtemps, à un petit dessin disant je vais pouvoir regarder Roland Garros parce que mon arrêt de travail a été prolongé. Et quand on le vit de l'intérieur, on voit bien que la personne, elle n'est pas du tout en état de profiter de la vie. Évidemment. Puisque c'est l'idée sous-entendue. C'est même souvent, il y a des envies de mort. Hein. Oui. C'est un cerveau qui fonctionne en négatif. Donc, et qui lutte contre lui-même. Et qui lutte. Donc, tous ces clichés-là, alors, on le retrouve, ce que je décris aussi, c'est qu'on le retrouve dans plein de milieux, et on le retrouve aussi notamment chez des soignants et chez des administrations. On parlait tout à l'heure des méandres. Alors, c'est même plus des méandres, maintenant, c'est des marécages administratifs. Tout à fait. Et c'est ça qui fait le plus mal, je pense, parce que on voudrait faire comprendre aux gens, mais on n'a pas du tout l'énergie, la capacité. Donc moi, il y a un médecin qui m'a dit, ça serait bien de faire des notes parce que j'ai besoin de savoir le parcours de votre mari. Donc j'ai commencé par ces notes. Et je me suis dit, pour le moment, c'est pas possible, l'énergie n'est pas là, voilà. Mais une fois que ça ira mieux, je me servirai de ces notes pour écrire quelque chose, parce que ça peut pas rester comme ça. Il y a tellement de gens qui sont confrontés, les secteurs hospitaliers, les secteurs de l'éducation, la police, l'éducation. J'allais vous dire oui, la police, l'agriculture, l'armée. Je pense qu'ils en sont pas loin non plus. Donc ils sont encore un tout petit peu mieux soutenus que la police parce qu'ils ont cet esprit de corps qui les tient un petit peu, mais bon, voilà, c'est relatif. Oui, c'est relatif. Et donc présenter le point de vue de la victime, du ressenti intérieur. Alors j'ai essayé d'imager avec notamment la plage, des ressentis par rapport à ça. Oui, racontez un peu la plage. Parce qu'à un moment donné, il y a plusieurs sorties sur la plage, puisque vous n'êtes pas très loin. Hein. Et il y en a une qui est absolument catastrophique. C'est une balade familiale. Et finalement, mon conjoint marche un peu en se disant ça va le faire. Sauf que physiquement, déjà, il est plus capable de marcher. Parce que le burn-out, ça va loin dans le sens où quand on s'écroule, on peut être incapable de respirer, de dormir, de manger, de marcher. Donc là, il essaye de faire un petit tour et il se rend compte qu'il ne peut pas. Donc il revient et je décris presque... parce que c'est le lieu, on n'est pas loin d'Utah Beach, donc je décris presque une scène de guerre, comme s'il essayait de traverser des cratères pour retourner au bord de la plage. Et voilà, on a l'impression de spectre en fait qui se lève du sable et qui commence à l'attraper, à vouloir. Souvent en fait, il y a des images comme ça qui le prennent un peu mortifère.
autour de lui. Oui, parce que les gens ont tellement d'idées noires dans la tête qu'on a du mal à concrétiser. Donc là, je me suis servie de cette image-là. Oui, Didier Maisto. Oui, on voit que ce livre a été une thérapie pour vous, mais une thérapie pour votre mari, une thérapie familiale, parce que vous avez su mettre des mots sur une situation compliquée à vivre. 2 questions. Aujourd'hui, comment ça va? Est-ce que tout est rentré à peu près dans l'ordre? Quelle est votre situation professionnelle, familiale? Et si vous aviez un conseil à donner pour qu'on continue, pour que les gens victimes de ces burn-out qui se multiplient, hélas, à quoi peuvent-ils s'accrocher? Alors pour nous, la situation est toujours un peu difficile, dans le sens où mon conjoint fait énormément de cauchemars, passe des très mauvaises nuits. Donc pour enchaîner une journée, c'est pas possible. Donc c'est beaucoup, beaucoup de fatigue. Moi, en tant qu'aidante, et Vous-même, vous êtes tombé dans la dépression, faut le dire. Alors une première fois, on pense que c'est lié à des médicaments, et une deuxième fois, là, c'est peut-être aussi vous avez lâché vous aussi en fait. Hein. oui, moi j'ai travaillé dans le secteur de la petite enfance qui est très culpabilisé aussi, chargé en nombre d'horaires et tout. Alors déjà c'est un secteur difficile et en plus le fait d'être aidante aussi. Donc moi, les problèmes de troubles musculo-squelettiques, dos, articulation, voilà, j'ai C'est quand lâché même à un aussi. moment donné, aux 3/4 du livre, où en fait, à un moment donné, vous lâchez. Finalement, on sent que vous êtes tous les deux plus là. C'est-à-dire que vous êtes complètement bloqués. Oui, physiquement, je suis bloquée, oui. Et votre mari est toujours dépressif sévère, on va dire, à ce moment-là. Et là, on se pose toutes les questions, mais sans réponse. C'est vrai que je comprends la question de Didier Maisto. On s'inquiète pour vous, en fait. Vous dites comment on va faire, comment faire pour laisser des bons souvenirs à nos enfants, vos enfants qui sont très très présents, hein, que vous aimez de toutes vos forces. Et à rapprocher, Clémence, si vous me permettez, puisque on parle de squelette, d'articulation, des récentes déclarations qui datent d'hier d'ailleurs de François Patriat, un macroniste de la dernière heure, qui parle pour la pénibilité en matière de retraite. Il dit non, mais aujourd'hui, c'est plus comme avant. Par exemple, les déménageurs, les maçons, etc., ont des exosquelettes à rapprocher de tout ce qu'on vient de décrire ce matin, de voir ces 2 mondes, finalement, un monde de la glandouille, hein, puisque il a, je ne sais plus quel âge, 69 ans ou 79 ans, il a toujours été qu'élu toute sa vie, et il demande maintenant aux gens de partir plus tard à la retraite parce que les ouvriers, n'est-ce pas, ont des exosquelettes qui leur permettent de tenir. J'imagine que ça vous fait bondir, ce genre de déclaration. Oui, parce que les ouvriers, ils l'ont après, l'exosquelette. Ils l'ont quand ils sont blessés, quand ils sont tombés d'un échafaudage. C'est pas au moment où ils travaillent. Ils les aident, on devrait avoir des bonnes conditions de travail. Et là, oui, j'ai vu cette déclaration. Je me suis dit, ça fait longtemps qu'il n'a pas mis les pieds sur un chantier. Hein. Donc, oui, il n'a même jamais mis les pieds sur un chantier. Oui. Et un conseil, alors, si vous deviez donner un conseil. Didier Maisto, si vous voulez bien, on a le temps. Enfin, vous pouvez poser votre question évidemment, et on prendra encore un peu le temps et peut-être plus de temps que prévu derrière le flash info de 9h, parce que je pense que ce sujet est absolument primordial. Il concerne énormément de monde, et aujourd'hui on a avec vous d'abord un cas concret que vous racontez, mais en plus vous avez vraiment dressé aussi, essayé de comprendre ce qui se passait. En effet, vous avez lu beaucoup de livres, ça se ressent dans votre propre livre, donc on va continuer d'en parler parce que je pense que c'est un sujet très très fort. Alors peut-être on va faire le flash info tout de suite avec Emmanuel Noël, puisqu'il est 8h59 bientôt, 9h sur ligne droite. Ensuite, Didier Maisto, je vous laisserai reposer votre question à Stéphanie Laurent. Et tout de suite les informations avec Emmanuel Noël. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Notre invitée vue de haut est toujours Stéphanie Laurent, qui publie ce livre « Les ours se cachent pour mourir » chez Eddy Livre. Stéphanie Laurent, c'est votre premier livre, ce n'est absolument pas votre métier, c'est la première fois que vous prenez la plume, et pourtant votre livre est très bien écrit, il décrit très bien ces burn-out, ces dépressions, ces idées suicidaires, et vous précisez, hein, la lumière au bout du tunnel n'est pas la mort mais la solidarité. On va en parler de cette solidarité. Didier Maisto est toujours avec nous, journaliste indépendant, ancien patron de Sud Radio. Didier Maisto, je vous laisse la parole. Oui, je disais, on a vu en fait tout votre parcours, hein, ce parcours du combattant, cette incompréhension aussi entre le monde du travail,
et aussi une partie du monde médical, un monde devenu digitalisé, froid, où il n'y a plus de contact humain, où il est très compliqué de faire valoir ses droits, où il est très compliqué simplement d'avoir une écoute. Si dans tout ce parcours difficile, si vous aviez un conseil à donner, je disais, pour que beaucoup de citoyens, beaucoup de gens qui nous écoutent ce matin, qui sont victimes ou leurs proches de burn-out, qu'on a du mal à reconnaître encore aujourd'hui comme maladie professionnelle, même si elle est, je dirais, nomenclaturée. C'est toujours difficile. Vous dites, voilà, tu vas à Roland-Garros, tu prends des vacances, c'est cool, c'est calme, tu fais ta sieste. Quel conseil, en tant que fil rouge, je dirais, une attitude à adopter pour ne pas lâcher prise, pour ne rien lâcher et pour continuer à survivre, pour revivre finalement demain? Alors je dirais essayer de s'entourer des gens qui sont bienveillants. Les gens qui vous jettent des clichés à la figure, que ce soit des collègues, des administrations ou des gens que vous croisez, même si on n'a pas envie on n'a pas envie de vie sociale à ce moment-là. Je pense que c'est la bienveillance qui sauve, parce qu'il y a des tout petits, des mots gentils des fois qui vont déclencher vraiment de l'aide de la part de personnes, ou qui vont réconforter. J'ai en tête l'exemple de Flavie Flament dans L'étreinte, même son livre d'avant, La Consolation, où elle dit la seule chose qui compte face à la souffrance, c'est de pouvoir prendre les gens dans ses bras. Et si vous avez des gens qui, par la parole, mettent une distance, pendant un temps, oubliez-les, concentrez-vous, sur votre famille. Et puis je voudrais préciser que on est dans une société où tout le monde est un hamster dans sa roue, et qu'il y a des gens, ça fait 10 ans qui luttent, qui par exemple font leur travail. Je sais pas, je prends l'exemple d'un artisan, il va donner un coup de main le week-end pour l'association des enfants de l'école. Donc en fait, ils sont occupés tout le temps, ils ont un travail prenant, et le week-end, ils essayent de faire des choses différentes, donner un coup de main. Alors ce n'est pas traduisible en bénéfice, mais c'est bénéfique. Bien sûr. Et donc, on se retrouve avec des gens qui ont suivi leur vie pendant 10 ans, et d'un coup, tout s'arrête. Donc, c'est tous les temps de repos qu'ils n'ont pas pris pendant ces années qui se retrouvent regroupés vraiment à ce moment-là. Et le repos, on va faire ce qui nous fait plaisir. Alors, ça peut être des tout petites choses, ça peut être des loisirs qu'on n'a jamais fait. Là, vous racontez à un moment donné, c'est même le fait d'acheter un bel outil, parce que votre mari est bricoleur, eh bien, c'est presque valorisant pour lui-même de dire j'ai le droit de m'acheter ce bel outil. Oui, parce que je pense qu'on sous-estime le besoin de reconnaissance, de confort et de beauté. C'est-à-dire qu'on fait en fonction de ses moyens, évidemment, c'est souvent ce qui nous limite. On ne peut pas tous accéder à des produits, des fois. Mais la beauté n'est pas toujours chère. Mais c'est se dire je le mérite, parce qu'on ne mérite que par rapport à soi-même. On ne mérite pas par rapport aux autres. On est tous humains, on a tous le droit de vivre dignement. Donc, on est habitué quelque part à, comme je l'expliquais sur le contrôle qualité, à lâcher, à laisser aller, et finalement on le fait aussi dans sa vie personnelle. Donc le fait de s'offrir de temps en temps des choses simples mais de bonne qualité qui permettent de faire des belles choses, ça se... Je veux dire, je le vaux, j'ai le droit. Voilà, c'est ça nous revalorise. Parce que souvent... Et justement, je trouve qu'on est au cœur on est au cœur de votre livre, en fait. Parce que cette différence, cette opposition entre qualité et quantité, la quantité fait qu'on perd le sens de notre vie et de notre vie professionnelle. Et je dirais que plus que le temps de travail, etc., finalement, quand on est occupé et bien occupé, bien sûr que ça compte le temps de travail, mais si on est occupé, qu'on sait à quoi on sert, qu'on se sent utile, parce que ce mot revient souvent, comme par exemple, il y a des pots de départ à la retraite, vous dites, voilà, c'était sympa parce que après une vie bien remplie, ils ont eu le sentiment d'avoir participé à un projet industriel, d'avoir été utile à la société. Mais quand on perd ces repères, cette faculté de sens, de dire pourquoi je fais ça, est-ce que je suis utile,
Finalement, est-ce que c'est pas ça l'élément central, principal, le fait que, comme on est, comme vous le dites, des hamsters, chacun dans sa petite roue, on a le sentiment de l'inutilité, d'être un pion sur un échiquier dont on ne maîtrise rien, et à la fin, c'est ça, quand on prend conscience de n'être qu'un pion, on se dit à quoi ça sert tout ça, et là on tombe petit à petit dans la dépression. Parce que c'est pas ça le moteur principal du burn-out. Si, c'est ça. Et puis, alors peut-être que ceux qui sont pas très, revendicatifs, le voient moins arriver. Mais moi, j'ai l'exemple d'un conjoint qui a toujours bataillé pour le travail, pour des décisions qui lui semblaient incorrectes, injustes, oui, défendu des collègues et tout. Et surtout, ce que je décris, ça se passe dans une grande structure. Donc, il y a une espèce d'inertie et on est face à un mur. Alors, si on est soutenu, c'est pour ça que je dis la solidarité, elle joue. Si on est soutenu par des collègues parce qu'il y a une réunion, on est le seul à l'ouvrir pour dire, voilà, on va être seul et on va se dire ça sert plus à rien, je ne sers plus à rien, en plus je fais du mauvais boulot. On sous-estime l'envie des gens de faire du bon travail, de sentir effectivement utile, de participer à un projet. Bien sûr. Mais ça, c'est très intéressant ce que vous dites. En fait, d'ailleurs, on le sent dans votre description. Et puis, j'ai beaucoup travaillé sur les questions de suicide professionnel. Et en fait, c'est exactement dans ce schéma-là que rentre votre mari. C'est souvent ceux qui ont le plus envie de bien faire qui, après, se portent le plus mal quand, justement, cette obligation, en effet, passe de la qualité à la quantité. Ce qui est assez logique, finalement. Le sens de leur travail est perdu. Et parce que souvent, on pense que le burn-out peut être lié à des personnes qui ne sont pas très investies dans leur travail, puisque finalement, elles abandonnent leur travail. C'est tout l'inverse. C'est l'inverse. C'est ce que vous décrivez très bien. Et en fait, votre mari voit, finalement, la dégradation du produit de l'entreprise. Et c'est aussi ce qui se passe dans la grande majorité des burn-out, c'est qu'on leur demande toujours de faire en effet moins de qualité, plus de quantité. De s'arranger avec leurs valeurs, de s'arranger avec leur conscience professionnelle. Et puis pourquoi pas mettre même d'autres personnes en danger, c'est ça qu'il y a derrière. Oui. Hein. Ouais. Prenons le cas des soignants. Bien sûr. Comment on fait pour faire son travail bien, avec toujours moins de moyens, parce qu'au début, on se dit, bon, ça a diminué un petit peu, mais ça va s'arranger. Mais les moyens diminuent de plus en plus. Donc, la conscience qu'on a de ça, à un moment, on se dit, au fond de soi, c'est plus possible. Donc, il y a un élément déclencheur qui vient... faire... alors, il y a des gens qui démissionnent, qui se disent, moi, voilà, je peux plus faire ça, donc oui, mais c'est une question d'ailleurs qu'on a envie de se poser là. Pourquoi votre mari... Parce que c'est difficile peut-être à son âge de changer, de trouver un autre métier, etc. Non, c'est pas par rapport à ça, c'est par rapport à ce que je vous expliquais au cliché. On est dans une société d'image, donc il y a des entreprises qui ont des belles images à l'extérieur, qui font des campagnes de publicité. Alors dans tous les secteurs, ça peut être le secteur industriel, le secteur commercial, le service à la personne. Et c'est une facette. Donc quand on est le seul à travailler dans cette entreprise, par exemple dans une famille, et on va commencer à préciser ce qui ne va pas. Et là, les gens nous renvoient au fait que bon, c'est bon, tu as une bonne place. Je prends l'exemple des profs. On fait que de leur jeter ça à la figure, alors que quand on y est, on voit bien que l'envers du décor est complètement différent. Donc ça finit de... Oui, mais pour se sauver soi-même, est-ce que c'était pas possible d'envisager de quitter ce travail, de partir sur complètement autre chose, de lancer un nouveau projet? Mais en fait, je sais que ça demande aussi énormément d'énergie qu'il n'avait pas forcément. Mais... Disons qu'il faut le voir... Il faut être conscient des choses avant. Il y a un moment où on en est conscient. C'est trop tard. Mais oui, là, c'était vraiment trop tard. Surtout que lui, il était dans l'idée de participer, de faire un travail de qualité. C'est tout ce qui est matériel, j'explique dans le livre qu'il lit beaucoup de choses sur les moteurs, les inventions, les documentaires. Donc vraiment, pour lui, c'était presque, je vais pas dire une chance, mais pas loin, de se dire, voilà, je fais partie de cette entreprise, je vais y contribuer. Moi aussi, je pourrais me dire, j'ai participé à ça, j'ai fait du travail de qualité.
Donc, quelqu'un qui est embauché, qui a cet état d'esprit, mais qui n'est pas aussi investi, va avoir plus de recul, je pense. Et aurait pu quitter cette place pour aller ailleurs. Une autre question. Allez-y, Didier. Et puis après... Oui, je pensais justement, parce qu'on parlait des soignants, vous parlez à un moment, évidemment, comme tous les Français, vous avez subi les 3 confinements. Et je voudrais rapprocher ça du fait que vous parliez un peu finalement de la résignation aussi des collègues, quand quelqu'un prend la parole, qui veut bien faire, mais que les gens ne voient pas nécessairement l'obligation de se mobiliser. Est-ce que vous diriez que le confinement, le télétravail et conjugué à la digitalisation galopante de la société nous font perdre aussi le sens du collectif, le sens de l'engagement dans l'entreprise, des combats communs pour lutter contre des injustices, et que aujourd'hui c'est struggle for life, comme disent les Anglais, chacun pour sa peau. C'est-à-dire que ça continue de nous diviser. Vous allez travailler tous ensemble dans un même lieu, vous allez échanger avec vos collègues, vous allez avoir des infos, vous allez savoir que telle personne est dans une situation délicate. Vous allez pouvoir, si vous êtes solidaire, tenter de faire quelque chose. Le fait, d'être en télétravail, et ça peut vous isoler encore plus. Vous n'allez pas croiser vos collègues du, deuxième étage que vous voyez très peu. Vous n'allez pas les croiser à la machine à café. Donc, ça continue à diviser les gens. Alors qu'on a besoin de l'inverse, parce que la solidarité, tous ces petits moments qu'on échange, c'est aussi, quand je parle de travail à flux tendu, on n'a plus le temps de prendre une pause, par exemple, si vous êtes dans un secteur d'activité avec des variations importantes de travail. Il y a des moments où ça va être plus calme. Donc vous allez pouvoir aller demander un service dans un autre bureau, dans un autre atelier. Ça va vous permettre d'échanger, de vous rendre compte qu'il y a des collègues qui ont besoin d'aide ou qui ont aussi des demandes. Donc forcément, la solidarité est née aussi du lieu. Je prends l'exemple aussi des bureaux maintenant qui sont non attribués. C'est-à-dire on vient au travail et puis chacun prend le bureau qu'il veut. Donc une fois on est à côté de quelqu'un... On appelle les open space, les espaces ouverts. Une fois on est à l'autre bout. Donc c'est très difficile d'avoir une relation intime. Ce sont que des collègues qu'on croise comme si c'était des prestataires de services. Oui, c'est ça, et qui peuvent être envoyés, puis on remplacera par un autre numéro, puisque de toute façon rien n'est attribué. Voilà, donc ça contribue à... diviser le monde du travail. Donc évidemment, c'est l'opportunité pour faire des changements de budget, de secteur. Et puis il y a plus laisser les gens il y a plus de résistance humaine face à la volonté, une certaine volonté entrepreneuriale ultra capitaliste qui est toujours dans la marge et pas forcément dans le bon produit ou dans la bonne production. Je voudrais aller sur une question aussi qu'on n'a pas encore abordée et qui est fondamentale à travers votre livre, c'est la question de la prise en charge médicale. Au départ, votre mari s'enfonce dans cette dépression, vous réagissez pas forcément tout de suite d'ailleurs en termes de prise en charge, parce que d'abord on comprend que le processus est très lent, qu'il faut que tout le monde le réalise vraiment, et puis surtout qu'on se dit ça va peut-être reprendre, et puis il va y avoir l'été, et puis finalement ça devient plus grave. Et je crois que c'est à partir du moment où il y a une perte de mémoire, donc vous racontez, votre mari a fait une promesse aux enfants, on va partir en voyage, alors les enfants super excités, puis le lendemain, alors papa, quand est-ce qu'on part en voyage? Et puis finalement plus rien. Et là, il y a une prise de conscience en disant, bon, là, ça devient grave, même vis-à-vis des enfants, etc. Donc, il faut qu'on soit aidé. Mais la prise en charge se passe plutôt mal. Et ça, en fait, au départ, on va parler ensuite de la deuxième soignante que vous trouvez après. C'est vrai que c'est révoltant. On lit votre livre, on se dit, mais c'est pas possible. Il y a tellement aujourd'hui de dépression, de burn-out. Ce mal devrait être le mal du siècle, le plus connu. D'ailleurs, vous le dites assez bien, à un moment donné, votre mari va devant les médecins et puis il décrit ce qu'il ressent, lui, qu'il arrive enfin à exprimer au bout de 1 an et demi de dépression à peu près, il arrive enfin à mettre les mots sur ce qu'il ressent, et puis tout le monde lui dit, les médecins lui disent, mais ça, oui, je connais, en gros, vous êtes tout à fait dans le processus normal du burn-out. Donc, c'est absolument connu, mais pourtant, on a encore des très très mauvaises prises en charge, et à commencer par cette première soignante, si vous pouvez raconter la première, puis ensuite la deuxième qui a peut-être aussi sauvé la vie de votre mari, même si les épreuves ne sont pas finies.
Alors la première soignante, c'est un contexte particulier. Les grandes entreprises ont un service médecine du travail interne. Alors, quelle est la distance qui s'instaure entre ce service et la direction? Oui, c'est sûr que déjà... Donc voilà, déjà la base. Et elle a des mots culpabilisants, elle ne connaît pas le poste de travail et elle renvoie ça sur le « c'est pas forcément professionnel ». Donc sous-entendu, ça vient de la sphère privée, donc de la famille. Moi, je l'ai pris personnellement. En ne connaissant rien de la situation, en échangeant très peu. Alors, je peux comprendre que dans un contexte de charge de travail, un soignant lui-même fasse les choses rapidement, mais en l'occurrence, ce n'était pas le cas, là. Donc, c'est une façon de renvoyer toute cette souffrance, toute cette non-reconnaissance au travail, de la renvoyer dans la sphère privée. Et c'est pratique, parce que comme ça, personne ne se remet en cause. Oui, l'entreprise ne se remet pas en cause. Là, la soignante, en l'occurrence, ne remet pas en cause ses années de pratique, alors qu'elle sait que le phénomène arrive. Voilà. Donc, c'est très violent. Alors, est-ce que la personne s'est rendue compte de ça ? Et puis, elle n'a pas particulièrement accompagné. Enfin, là, il n'y a pas de prise en charge à ce moment-là. Enfin, du coup, non, il est renvoyé. Là, c'est le début des arrêts de travail. Parce que là, c'est l'effondrement qui commence. Là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Sauf que la goutte d'eau, on l'attribue à la sphère privée. Mais voilà, tout avant. Et donc en gros, on fait avec le médecin de famille. Et puis, c'est un peu au hasard des soignants. Et le médecin de famille, lui, comprend un peu ce qui se passe ? Au début, je pense qu'il met un temps pour identifier les choses. Mais oui, à un moment, il explique qu'il va falloir se tourner vers psychologue, psychiatre pour s'en sortir. Parce que ça peut pas rester comme ça. Alors, parler de la deuxième soignante, celle qui vraiment, pour le coup, elle a peut-être vraiment aidé aussi dans le cheminement de la... Oui, alors, c'est un peu du hasard, parce que on sait que tout le monde est débordé partout, donc on entend un nom, quelqu'un qui nous dit essayez de contacter cette personne-là, donc on le fait. Alors, j'explique que le contact se fait par mail. Et cette personne-là, donc c'est aussi elle qui me dit « Faites des notes, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé avant ». Et elle comprend très bien, elle a vu tellement d'épuisement, de burn-out, elle sait ce qui se passe. Il n'y a plus besoin de se justifier, de s'expliquer. Elle sait l'état d'effondrement. J'explique que derrière le grizzly, elle a vu le tout petit ours qui a besoin de réconfort. C'est ça. Donc elle sait, il n'y a plus besoin de se justifier, toute la culpabilité s'envole. Et on peut enfin se dire... se reposer en fait. Voilà. Sur elle. C'est vraiment moi la victime, c'est vraiment moi qui suis malade. On cherche plus des explications dans tous les sens. Et cette soignante accompagne des personnes depuis longtemps et elle est vraiment formidable. Mais est-ce qu'elle a changé quelque chose ? Parce qu'il y a cette reconnaissance, mais est-ce que ça a changé quelque chose dans la... Je ne sais pas, c'est pas le mot rédemption, mais dans la remise en état de votre mari ? Le fait d'être accueillie dans sa souffrance, bien sûr. Parce qu'elle connaît les mécanismes de la société, le hamster dans sa roue, elle voit bien où ça va nous mener. C'est-à-dire que collectivement, on est tous embarqués dans quelque chose qui va mal finir. La société prend une tournure très particulière. Donc elle est soignante et elle est confrontée vraiment à tous ces épuisements. Il n'y a plus besoin de lui expliquer, il n'y a plus besoin de batailler, de se justifier. Didier Maisto. À quel moment vous avez eu l'idée de ce livre ? Ou est-ce que d'ailleurs vous n'avez pas eu l'idée ? Est-ce que ça s'est véritablement imposé à vous, comme je le disais, en forme de thérapie, de catharsis ? Est-ce que vous en avez parlé tout de suite à votre mari ? Vous lui avez fait lire chapitre par chapitre ? Ou simplement à la fin, est-ce qu'il s'est reconnu ? Est-ce que ça vous a rapproché finalement tout ça ? Alors au départ, je me suis dit, la violence... Il faut en faire quelque chose. La violence, soit on la retourne contre soi, le suicide, par exemple,
Soit on la retourne contre l'origine. Alors là, une très grosse structure, c'est impossible. Oui. Hein. On peut pas. Déjà de l'intérieur, mon mari n'a pas fait ce qu'il a pu pour changer les choses, ça n'a pas fonctionné. Et d'autres de ses collègues aussi. Donc cette violence-là, faut en faire quelque chose. Et moi, j'ai toujours aimé les livres. Donc je me suis dit, voilà, il y a peut-être une idée de faire un livre ou de faire quelque chose, un blog. Et puis la soignante qui m'a demandé de prendre des notes. Donc voilà, ça a commencé. Parce que mine de rien, il se passe plein de choses et c'est tellement envahissant qu'on oublie que 3 semaines avant, il s'est passé autre chose. Et je me suis dit surtout, si ça tourne mal. Moi, j'ai 2 enfants. Quand ça a commencé, donc ils avaient 4 et 10 ans, comment on explique... Ça fait combien de temps là que dure cette dépression? Enfin, qu'elle a commencé en tout cas. Un petit peu plus de 5 ans. À savoir que les premiers sentiments de malaise au travail, de conscience professionnelle gâchée, on va dire, c'est plus sur 8-10 ans. Donc je me suis dit, pour mes enfants, qu'est-ce qui restera? On leur expliquera que ton père, il a lâché l'affaire, il s'est fichu en l'air, et puis il avait qu'à mieux faire son travail. C'est encore une culpabilisation qui allait retomber sur eux. Donc je voulais... En plus, ma fille était petite, 4 ans. C'est la fameuse qui rentre dans la chambre qui dit « Papa, viens jouer au ballon !» Voilà. Je me suis dit, il faudra qu'il reste une trace de son amour, de sa conscience professionnelle, de son amour de la moto, des voitures, son amour des livres. Il faudra qu'il reste une trace. Donc voilà, j'ai commencé à écrire. Mon mari s'est dit, bon, ça va lui faire du bien, vu la situation, c'est important de mettre des mots sur les mots. Donc voilà, j'ai commencé à écrire, j'ai fait plusieurs chapitres, tout. Et je lui ai dit, écoute, j'ai terminé, j'aimerais bien que tu lises. Il a commencé à lire en étant très bouleversé. Je peux comprendre. De votre compréhension, voir vraiment en fait. mon ressenti collé au sien. Et puis, il a eu besoin d'un temps. Et il a vraiment, après, tout lu. Et il a corrigé, on va dire, 3 phrases dans le livre. En me disant, j'aimerais juste que tu rajoutes ça à tel endroit et ça à tel autre. Mais c'est tout. Donc... Est-ce que vous en parlez aujourd'hui et est-ce que ça l'a aidé à avoir un regard plus aigu sur lui-même et plus lucide sur la société? Je dirais pas lucide parce qu'il avait déjà cette lucidité, mais de l'accepter en la transformant, cette lucidité, pour que finalement ça serve aussi un petit peu d'exemple de choses à faire et à ne pas faire. Et sans doute, peut-être, vous me corrigerez si je me trompe, quand on commence à être mal dans une grande structure où plus personne ne répond, avant de sombrer, parce que de toute façon c'est le pot de terre contre le pot de fer, et il faut prendre son courage à 2 mains et chercher ailleurs et trouver une échappatoire. Un mot qui revient d'ailleurs dans votre livre. Ça l'a déculpabilisé. C'est clair que ça lui a enlevé un poids. Ça l'a soulagé aussi par rapport aux enfants. Le fait que à 4 et 10 ans, voilà, mais plus tard, ils auront cette trace-là. Et puis, je pense que ça l'aide aussi par rapport à la société en général, de clamer un peu je ne suis pas seule, regardez autour de vous. Et puis, le fait d'expliquer les souffrances intimes, comme je disais tout à l'heure, les gens ne sont pas en vacances, les gens ils sont détruits, ils sont en mode légumes. Donc, c'est une guerre. Ce que vous racontez vraiment, c'est pour ça que vraiment j'encourage tous nos auditeurs à lire votre livre. Hein. On est à l'intérieur on est dans la tête de votre mari, mais c'est parfaitement bien décrit avec les mots justes, sans en faire trop. Et on comprend vraiment que c'est une guerre contre soi. Tout simplement pour résister, rien qu'ouvrir un œil, écouter un son. Chaque seconde est une bataille, en fait. Tout devient difficile, oui. Tout demande de l'énergie. Donc, on est à vif.
Et on n'a Ouais, plus c'est ça. aucune... À un moment, je prends la comparaison avec une voiture. C'est-à-dire que, Oui. imaginez faire un long trajet en ayant une voiture sur le réservoir. Vous pouvez pas faire le plein, vous êtes que sur la réserve. Donc, ça veut dire que vous allez vous arrêter sans arrêt, juste mettre la quantité qui va sur la réserve du véhicule. Vous pouvez pas faire le plein et faire tout d'un trait. Vous faites tout en pointillé. Prendre une douche, manger, tout demande de l'énergie. Alors, quand on va bien, ça paraît pas. On fait les choses naturellement. C'est ce que j'explique aussi par rapport à la moto. Aller faire une balade en moto quand on va bien, bon, on fait un petit effort, mais c'est pas non plus... on y prend du plaisir, tandis que là, le plaisir a complètement disparu. Oui, ce que vous dites, Ne reste que enfiler les ses efforts. bottes, mettre son vêtement de moto. Je connais, Didier Maïsto connaît mieux que moi les termes, mais tout ça, enfin, tout devient un combat, et même le combat, c'est surtout rester gentil et doux, ou en tout cas s'exprimer le moins possible vis-à-vis des gens qui l'aiment. Ça, c'est super fort aussi. Et puis, ce qu'il y a aussi, on n'a peut-être pas insisté assez sur le sujet, c'est que soi-même, si on n'a pas l'entourage bienveillant, vous avez prononcé le mot de bienveillance, on peut vivre pratiquement toute une vie sans se rendre compte qu'on est en burn-out. Tant qu'on tient, après bien sûr le corps s'effondre, mais on peut vivre 10, 15 ans comme ça. Et on dira, oh il est irascible, oh, on ne peut jamais lui parler, il s'énerve vite, oh il est pas sociable, c'est un con, c'est ci, c'est là. Or en fait, il y a une souffrance terrible derrière ça, comme vous le disiez, et si on n'a pas l'entourage simplement déjà pour avoir une alerte, pour dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire, tu te rends compte, on peut juste se dire que c'est la faute des autres et se noyer inexorablement jour après jour sans qu'une main secourable puisse vous tirer la tête hors de l'eau. Oui, c'est tout à fait ça. Et puis, comme vous disiez tout à l'heure, on est le pot de terre qui lutte contre le pot de fer. Donc, cette énergie-là, elle vous a complètement épuisé et vous n'avez plus d'énergie pour l'amour, pour les autres. Donc, la nécessité, c'est de se replier sur soi-même pour essayer d'oublier les combats que vous avez menés, parce que ça n'a mené nulle part. Il vous reste un seul combat à mener, c'est de tenir pour votre famille. Alors, quand on est entouré, parce qu'il y a des gens, moi j'ai eu connaissance, j'ai reçu des témoignages via les réseaux sociaux, et j'ai eu connaissance de personnes autour de moi qui, comme vous dites, rentrent irascibles. On finit par se dire, il n'est pas content de rentrer à la maison, c'est nous. Et puis, divorce, évidemment. Isolement, parce que quelquefois les gens sont mutés dans une entreprise plus... dans un autre secteur d'activité, ou sont mis au placard. Donc ça va très vite. Et ça entraîne beaucoup les suicides professionnels. C'est ça. Qu'on finit par qualifier de familial, enfin de suicides liés à des problèmes familiaux. Oui, mais c'est la goutte d'eau privée, mais comme je disais tout à l'heure, on voit pas, enfin on veut pas voir ce qui a rempli le vase avant. Vous avez l'exemple du film Au nom de la terre sur le monde agricole. On a quand même accepté collectivement de faire d'une catégorie des esclaves alimentaires. Donc ces gens-là sont à fond dans le travail, ils se sentent utiles et tout, sauf que ça déborde partout. Et dans le film, on voit bien, il ne vit que dans sa chambre, il n'a plus de contact avec sa femme, ses enfants, il se renferme complètement. Oui. Et là, malheureusement, ça prend une issue tragique. Oui, et cette issue, évidemment, nous, on souhaite, et on vous voit battante, et vous l'avez été tout le long de votre livre, La femme de l'ours. Les ours se cachent pour mourir, les ours se cachent pour hiberner. On va surtout souhaiter que ce soit la fin d'une longue hibernation. Oui, je voulais mettre ce titre-là, c'est par rapport à mon conjoint qui a un gabarit imposant, donc on est aussi dans le cliché de dire, non, c'est pas possible que ça lui arrive, parce que physiquement, il a la corpulence de Sébastien Chabal, donc pour les gens, c'est très étonnant. Et je voulais expliquer se cache pour mourir, parce que toute cette culpabilité et cette honte, en fait, c'est collectif. Oui. Et là, on le prend pour soi individuellement. Exactement. Il s'enferme dans sa grotte et la société est bien débarrassée. Eh bien, merci en tout cas beaucoup Stéphanie Laurent. Un très beau livre que je recommande à tout le monde aux éditions et des livres. Les ours se cachent pour mourir. Merci à vous également Didier Maïsto. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.